Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et kiffer être vous. Hello Lila. Salut Sarah, salut les balancés. Aujourd'hui, on vous emmène dans une histoire vraie. C'est la saison des histoires de vie et on poursuit dans cette lignée avec une femme de 40 ans, elle est mariée, elle est maman de 3 enfants. En fait, c'est une femme comme tant d'autres, elle est organisée, elle est engagée, elle est solide, jusqu'au jour où sa vie, qui était bien ordonnée, a commencé doucement mais sûrement à se fissurer de l'intérieur. Alors cette dame, on va l'appeler Sandra. C'est pas son vrai prénom, mais elle souhaite garder l'anonymat et quand on va aborder le sujet, vous comprendrez pourquoi. Mais son histoire, elle est bien réelle. Et si elle a accepté de nous parler, c'est pour raconter ce moment où son corps, son désir, sa liberté viennent bousculer une vie qu'elle croyait toute tracée, toute rangée. Alors, c'est un épisode qui est un peu particulier, du coup. On va nous présenter un ensemble de choses, mais entre-temps, vous allez entendre des extraits de notre entretien avec elle. En parallèle, nous, on va raconter un peu son parcours avec quelque part le mélange de tendresse, de vertige et de lucidité qu'on a ressenti en l'écoutant. Et dans cet épisode, on va parler d'adultère. Alors, oui, on va parler d'adultère, mais c'est surtout le manque d'air, le manque de désir et d'identité dont on va parler. Cet épisode, il va aborder le moment où on cesse d'être seulement la mère, l'épouse, le pilier, pour redevenir, l'espace de quelques instants, une femme vivante, vibrante et imparfaite. Pour moi, dans la famille, le pilier, c'est la maman. Il faut que je sois là pour tout, il faut que je gère tout. Enfin, je le vois comme ça, c'est vraiment le modèle avec lequel j'ai grandi. Et donc du coup, forcément ça transparaît dans la manière dont je vais être au quotidien avec les enfants. C'est que voilà, la maman, il faut qu'elle soit là en fait. On déroge pas à cette règle, c'est comme ça. Mais alors du coup, dans le quotidien, ça implique de prendre cette place. Et donc d'un autre côté, de ne pas laisser la place au papa. Quand on écoute Sandra, on sent qu'elle parle d'elle avec une certaine douceur, mais aussi avec une forme de fatigue, une forme d'usure. Être le pilier, c'est forcément se tenir fort, tenir debout, même quand tout le reste penche, ou pour éviter que tout le reste penche. Oui. C'est vraiment être solide, c'est être fiable, c'est être rassurante. C'est un peu le phare là vers lequel on se tourne et qui doit être là pour savoir où est-ce qu'on va. Le roc sur lequel on s'appuie. À fond. Mais quand on est le pilier, la question qui me vient forcément, c'est qui est-ce qui te soutient toi? Oui. Quand toi tu flanches, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, c'est ce qu'elle raconte, Sandra, hein. C'est cette charge invisible, ce qu'elle fait qu'on ne peut jamais, ce qui fait qu'en fait, on ne peut jamais s'effondrer. Ouais. Et plus elle endosse ce rôle, plus elle s'éloigne d'elle-même, plus elle joue ce rôle, en fait. Elle dit d'ailleurs que quand elle occupe toute cette place, elle finit par ne plus laisser de place à d'autres personnes, au père ici en l'occurrence. Et ce déséquilibre dans le couple, c'est vraiment souvent le début d'un glissement. Ce qui est intéressant, c'est que cette place de pilier, Sandra, en fait, elle l'a partout, tout le temps. C'est important pour elle d'être là au service des autres. Et c'est un rôle qui a plein de bénéfices pour elle, qui fait vraiment partie de son identité. On sent qu'ici, c'est le fait qu'il soit poussé à l'extrême et qu'il n'y ait plus de place pour elle, qui, à un moment donné, lui pose vraiment problème. Oui, et même un fonctionnement qu'on peut choisir, c'est ce que tu dis, qui est presque vital, qui fait partie de qui elle est, peut malgré tout, au-delà de l'extrême, je veux dire, devenir fatigant. Oui, surtout quand il prend tellement de place qu'il n'y a plus que ça. Et ici, le message dans son témoignage, je pense qu'il est là, c'est à force d'être la maman, la gestionnaire de famille, la garante, que tout fonctionne bien, ça se vit au boulot, ça se vit partout. Qu'est-ce qu'il en est de elle en tant que femme? J'ai commencé à vouloir sortir un peu plus pour respirer. En fait, échapper un peu à ce quotidien où j'ai l'impression d'être tout le temps dans un rythme effréné. Et donc, petit à petit, d'aller voir des copines un peu plus souvent, de sortir avec mes sœurs, d'aller voir des potes, de sortir aux apéros du boulot. On se rend compte dans les personnes qu'on entend et qui vivent la même situation que Sandra, que c'est souvent comme ça que ça commence.
par l'envie de sortir, de respirer, de voir du monde, de sortir de son quotidien en fait, et de réintégrer le monde dans lequel on était avant d'avoir nos responsabilités, avant d'avoir notre vie avec un rythme effréné, et de se sentir à nouveau en fait léger, libre, connecté au monde et aux autres. En fait, d'exister. Ouais, c'est ça. Dans ta vie, de retrouver une place dans ta vie. On a eu des épisodes comme ça où on parlait de l'équation et de se remettre dans l'équation. Je pense que c'est vraiment de ça dont il s'agit. On évoque aussi le tunnel parental. J'en ai encore entendu parler il y a pas longtemps. Tu sais, toutes ces années qu'on passe quand on accueille nos enfants à faire tout ce qu'il y a à faire et ça avance quoi, un jour après l'autre, une semaine après l'autre, un mois, une année après l'autre. Avec ici, en plus, cette force d'être le pilier, donc l'énergie que ça te demande. Tu mets ton focus attentionnel vraiment sur tout ça. Et puis, tu sais, tu lèves la tête, moi c'est l'image que j'ai, et tu regardes ce qui se passe et tu dis, ok, et moi où j'étais, enfin, tu regardes derrière, où est-ce que je me suis perdue un peu en cours de route. Et donc, ces sorties, je pense qu'on peut les considérer non pas comme des fugues, c'est pas une fuite en avant, c'est plutôt une soupape. Tu évoques le fait de respirer, c'est... Tu vois, j'existe, j'existe, mes émotions sont là, mon plaisir, mon bonheur, ce qui moi me fait du bien aussi pour moi-même, a le droit de prendre de la place. C'est vraiment reprendre possession de son propre souffle. Et avec cet espace que tu reprends pour toi, ce souffle que tu reprends pour toi, cette petite bulle d'oxygène que tu t'octroies, eh bien, chez Sandra, le désir refrappe à sa porte. Donc, elle décide de s'inscrire à l'association des parents. Tu vois, là aussi, elle va s'engager, elle va donner de sa personne, elle va être un pilier au service des autres. Elle décide de s'inscrire à cette association pour pouvoir suivre l'inscription de son dernier enfant à l'école primaire et organiser des choses avec l'école qui lui tiennent à cœur. Et quand elle va commencer progressivement à organiser ces événements, elle va rencontrer les différents professeurs, directeurs de cette école-là. Et il y a un professeur avec lequel elle va un peu plus échanger, avec lequel elle va créer, avec lequel elle va avoir plus d'affinité en fait, et créer des liens particuliers. Et elle dit que au fur et à mesure des échanges, quand il s'intéresse à elle et qu'il lui pose des questions sur sa vie, sur ce qu'elle fait, et qu'il lui raconte la sienne, le contraste entre sa vie à elle et la vie que lui mène, la bouscule, vient la heurter, vient la chercher en fait. Elle dit, moi j'ai une vie que j'ai choisie, que j'ai rêvée, que j'ai construite et qui est pleine de contraintes, là où lui, sa vie incarne ce que j'aurais pu avoir si je n'avais pas fait les choix que j'avais faits. Oui. C'est toute cette liberté, toute cette indépendance, toute cette légèreté qu'a en fait cet homme qui est Damien, qui est un jeune enseignant, qui n'a pas encore il est un peu plus jeune qu'elle, il n'a pas de contraintes, il n'a pas de vie de couple, il n'a pas d'enfant, et donc il est libre comme l'air de faire tout ce qu'il veut. Là où elle se sent étouffée dans un quotidien. Et donc avec ce Damien, qui l'a fait un peu rêver autour de cette liberté qu'il incarne, eh bien il va y avoir de plus en plus d'échanges entre eux qui va se concrétiser, des petits SMS, des petits échanges, des petites papotes le matin quand elle vient déposer les enfants, etc., etc. Et en fait, là, on en arrive à... il s'intéresse à moi, il m'envoie des messages, et en fait, à retoucher un petit peu ce qu'on ressent, ce qu'on ressent au début d'une relation. Je me dis, finalement, je suis pas qu'une mère, finalement, je peux encore séduire. Enfin, je me pose la question, est-ce que ça tourne vraiment autour de ça? Autour de quel est mon pouvoir de séduction? En fait, finalement, je suis pas qu'une mère, je suis une fille, je suis pas que la femme de mon mari. Et en fait, voilà, je séduis encore. Et il faut remettre ça dans un contexte où moi-même je me sens étouffé par mon quotidien, par mes choix de vie, et où ça se passe pas super bien avec mon conjoint. Donc c'est vraiment des éléments qui, à un moment donné, tout ça mis ensemble, font que cette relation-là, elle devient l'échappatoire et commence un peu à prendre un peu d'ampleur en fait. On sent que là, il y a vraiment eu une étincelle, hein. Pas parce qu'il se passe vraiment quelque chose, et franchement, je pense, dans ce qu'elle nous a raconté, pas parce que Damien, mais parce qu'enfin, elle se sent regardée, en fait. Regardée autrement que la manière dont son mari la regarde, dont ses collègues la regardent, dont ses enfants la regardent. Elle est regardée pour qui elle est en tant que femme. Oui, clairement, l'étincelle, je dirais même, c'est pas l'étincelle entre eux, c'est l'étincelle à l'intérieur d'elle-même. Complètement. C'est vraiment une espèce de réveil
de son désir Mhm. intérieur, de cette flamme. Alors, pas un désir sexuel, en tout cas, pas dans les premiers temps, mais même plutôt un désir existentiel. Mhm. Je suis encore capable de susciter quelque chose chez l'autre. Oui, complètement. Et quand on sort en plus de cette routine qu'on a évoquée, des années, du tunnel là, parental, l'organisation, de la fatigue, ce regard-là qui se dépose à un moment donné sur toi, il fait exploser quelque chose à l'intérieur qui en plus a déjà été connu par le passé et qui donc vient un peu dans cette Réveiller, renaissance, ouais. réveiller quelque chose qui est de l'ordre du très agréable. Ouais. Et elle nous parle dans notre entretien, de ce besoin de plaire comme d'un test en fait. Mm. Elle se demande est-ce que je sais encore séduire, est-ce que Ouais. je suis encore séduisante, est-ce que je peux encore exister dans le regard de quelqu'un d'autre. Et c'est un sentiment qui est humain, qui Clairement. vraiment appelle à notre besoin de reconnaissance. Et c'est souvent le point de départ des histoires en fait qui en apparence ne devraient pas arriver entre guillemets si on fait appel à la morale. À la morale. Voilà, on s'attend pas à ça quoi. À la morale classique. Oui. Normalisée. C'est ça la morale probablement, mais. Cette histoire, en fait, elle vient en parallèle de mon Dieu, je suis coincé dans ma vie, je me suis marié, j'ai fait 3 enfants. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être clairement prisonnière de choix de vie que j'ai moi-même fait. Le fait est que ça y est, c'est comme ça en fait. Maintenant, c'est fini. Contrairement à lui, cet homme-là, il est jeune, il a pas de femme, il a pas d'enfant, il est libre comme l'air en fait. Ouais, lui, il incarne cette liberté, ça vient vraiment chercher ce besoin chez moi de liberté, une liberté dont je rêve depuis trop longtemps. Moi, ce passage, je le trouve bouleversant. Et je te rejoins. Ce qu'elle dit, c'est que elle en veut à personne. Enfin, elle remet la faute de ce qui se passe sur personne d'autre, Ouais. pas sur son mari. Elle parle finalement de ses propres choix de vie qui se sont, à un moment donné, en tout cas, elle a observé à un moment donné qu'ils s'étaient refermés sur elle. Ouais. Un peu comme une porte, tu vois, qui se serait claquée là, sans même qu'elle s'en rende compte. Ouais, et ce prof, il vient vraiment, je trouve, souligner ça, mettre en lumière ça, parce qu'il symbolise simplement, lui, il symbolise cette liberté, la liberté de ne pas avoir de compte à rendre, celle d'exister sans contrainte, sans logistique, sans rôle à tenir. Elle nous dira d'ailleurs dans nos échanges que il sait s'adapter à elle et à ses contraintes comme elle veut, parce que lui n'en a pas et lui n'est entre guillemets ou beaucoup plus qu'elle, liberté. En fait, ce mec, c'est de l'air. C'est de l'air. C'est sa bulle d'air aussi. C'est ça, toi. Oui, mais une bulle d'air. dans l'histoire, ça pourrait être l'amant. Ouais. Mais dans son vécu, c'est de l'air, c'est C'est de l'oxygène qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement. Mais finalement, en fait, ça me valorise, en fait. Je me dis, voilà, ça peut coexister. C'est ça, en fait, ça peut coexister. Est-ce que je fais vraiment quelque chose de mal? C'est que des messages, je croise quand je dépose mon grand à l'école, on a des regards, mais rien de plus, finalement. Ouais, voilà. En fait, il y a un peu ce... Mais en fait, c'est pas correct, mais finalement, en fait, ça me valorise en même temps. Des messages où il sous-entend que lui aussi, il pourrait se passer quelque chose. C'est clair que ça valorise mon ego. Et je me dis, en fait, je sais encore plaire à quelqu'un d'autre qu'à mon mari. Parce que le mari, en fait, finalement, c'est acquis. Ça fait 20 années qu'on est ensemble et il n'y a plus tout ça. Ce jeu de séduction, en fait, où au final, ça doit se transformer. Enfin, c'est un peu ça le défi qu'on n'a pas relevé. Mais dans un couple de longue durée, ça doit se transformer. Ça peut pas rester la même chose. En fait, dans cet extrait, on entend qu'elle parle de on se croise, etc. Mais il y a rien de plus. Et je pense que ce rien de plus, en fait, il dit déjà beaucoup. Il dit beaucoup de cette frontière un peu floue entre l'innocence et la transgression. Tu vois, ce glissement comme ça entre il y a rien, tout va bien et il y a un truc qui se passe quand même. C'est quand même tu vois. une relation particulière. C'est ça. Ouais. Est-ce que je pourrais en parler comme ça à tout le monde? En fait, peut-être pas. Donc, tu sens que on est dans cette espèce de zone grise. Ouais. Une zone grise, mais qui est en fait suffisamment enivrante et qui vient, dans ce qu'elle a expliqué avant, déjà tellement répondre à des besoins qui étaient là que c'est très difficile de le mettre à distance et de juste se casser, quoi. C'est ça. Tu vas dire, de mettre fin à ça. Ouais. Elle en a pas envie et puis c'est rien de plus. c'est rien de plus. C'est ça, c'est une façon de lui laisser de la place et de le minimiser.
Et en fait, à travers ce rien de plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle pas d'amour, elle parle pas Non. de coup de foudre, elle parle pas de quelque chose qu'elle aime chez cet homme en particulier. En fait, c'est pas de la passion qu'elle vit, Non. c'est vraiment d'elle à elle, c'est une renaissance narcissique. La preuve, en fait, qu'elle peut encore séduire, encore être choisie, encore être, entre guillemets, attractive pour quelqu'un de libre en plus. Oui, et dans tous nos échanges, à aucun moment, elle n'a parlé d'une forme d'attractivité physique. Pas du Tu vois, genre le mec, il est canon, il sentait super bon. Non, Il n'y avait ça rien n'a même pas été un sujet. séduisant, non, même Non. pas. C'est vraiment tout ce qu'il venait, en fait, éveiller chez elle et toute la reconnaissance qu'il lui offrait. Ouais. Et ici, c'est vrai que quand on pense adultère, et qu'on parle des émotions liées à l'adultère, on imagine peut-être deux grandes émotions, l'excitation, Oui. mais aussi et surtout la culpabilité. Oui, oui. Limite, tu ferais pas d'adultère pour pas te sentir coupable, quoi. C'est ça. Je résume grossièrement, mais dans ce qu'on peut échanger et entendre. Et ici, au début, ce qu'il y a surtout quelque part, c'est vraiment un soulagement. C'est refaire exister la personne et le corps. Et en parallèle de ce qui est en train de se passer avec cet homme dans l'école, la vie de couple continue. Et là, les choses se dégradent. Oui. Bah, il a des signaux. Enfin, des signaux qui sont clairs, sur moi, même si lui, il les relève pas, c'est vrai il va pas gratter plus. C'est vrai que j'ai jamais été frontal avec lui, mais d'un autre côté, lui, il n'a pas saisi les perches que je lui tendais subtilement. Après, ça m'étonne pas, c'est assez habituel, il sait vraiment pas exprimer ses émotions. Soit il pleure, soit il se ferme comme une huître. Dans tous les cas, jamais il prend une place adulte dans le couple au niveau de la communication entre nous. Moi, je joue souvent le rôle de celle qui tire les verres du nez, qui rassure. Ouais, en fait, depuis le départ, depuis que je le connais, en fait, ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai que j'en prends un peu conscience en vous en parlant, mais j'en ai marre de ce rôle. Je crois que je déserte la relation aussi pour ça. Et en fait, quand tu entends ce passage, c'est vraiment le passage qui est crucial. C'est pas un manque de communication entre eux, c'est vraiment un épuisement émotionnel. Dans beaucoup de couples, en fait, de longue durée, les dialogues, ils sont là, ils s'installent. Il y a beaucoup d'échanges, mais c'est plus de la communication autour de ce qui nous rassemble, autour du nous. C'est des échanges purement, souvent, logistiques. Le matin, tu te réveilles et après le bonjour, c'est qui dépose les enfants à l'école, qui va les chercher, qu'est-ce qu'on mange ce soir, est-ce qu'on a signé les journaux de classe, est-ce qu'on a payé les factures. C'est vraiment des échanges qui sont en fait que ou majoritairement sur la logistique. Et donc il y a une sorte de distance émotionnelle qui se crée entre les membres du couple, quoi. Oui, en tout cas, c'est ce qui se passe clairement pour Sandra. Et là, en plus, au-delà du fait qu'on s'éloigne, qu'il y a cette espèce d'éloignement émotionnel de cette vie intérieure, de ce partage entre humains auquel tu fais écho, là, ce qu'elle dit, c'est que elle doit en plus faire un effort, normalement. Il faut aller tirer les verres du nez pour savoir un petit peu ce qui se passe, pour savoir un petit peu, gérer cette émotion. Mais là, elle en a marre, quoi. Elle dit qu'elle en a marre de tirer les verres du nez, elle en a marre d'être celle qui rassure. Quelque part, doucement mais sûrement, elle en a peut-être un peu marre d'être le pilier dans cet espace-là de sa vie. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de basculer. Parce que le lien qu'elle entretient avec son mari, il est logistique, mais donc, il ne la nourrit plus dans sa sphère émotionnellement. Et elle a commencé à chercher ailleurs en sortant, en se remettant dans sa vie, en ressentant un peu toutes ces choses-là. Et donc, c'est pas de la fuite, c'est ce qu'on pourrait appeler, en tout cas, une forme d'instinct de survie émotionnelle pour vivre et ressentir des choses et pas être tu sais, de ramer, quoi, la pénibilité. Soit t'as pas, soit pour avoir, c'est chaud et c'est compliqué. Et c'est toi qui régule émotionnellement dans le couple, c'est toi qui communique pour le couple, c'est toi qui va tirer les verres du nez, c'est toi qui rassure. Et souvent, cette charge émotionnelle de régulation émotionnelle dans le couple, c'est souvent la femme qui le prend en fait. Parce qu'on est une génération où les hommes ont moins appris à exprimer leurs émotions que les femmes, sans doute, il y a de ça et il y a plein d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est dans la charge des femmes, dans le couple et dans le foyer, cette charge émotionnelle,
on en fait, enfin, on nous la partage souvent comme étant bien là et bien présente et bien usante en fait. Et ici, l'adultère, on voit que c'est ce vers quoi elle va, mais c'est absolument pas la cause de la rupture du lien avec son mari. C'est ça qui est intéressant. Ouais, clairement. Elle va pas à la rencontre de quelqu'un d'autre, elle est pas amoureuse. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est important à mettre en évidence aussi. Elle va vraiment à la rencontre Ça casse un mythe. Ça casse un mythe de la femme qui part que parce qu'elle est amoureuse. Ouais. Rien à voir. Ici, elle veut se retrouver elle. Et deuxièmement, c'est pas l'adultère qui est la cause de cette rupture. Le lien, il est déjà consommé, déjà bien abîmé. Et en fait, cette rupture, elle est juste le symptôme d'un couple qui est déjà usé, en fait, d'un lien qui est déjà presque rompu. Je suis vraiment heureuse quand ça se concrétise avec cet homme, mon prof, comme je l'appelle. Je pense sérieusement que je m'épanouis. Je me dis en fait, je suis capable d'aller jusqu'au bout avec un autre homme. J'ai parlé de ce sentiment à une ou deux personnes, du fait que j'étais heureuse, que je me sentais vraiment bien. Et ils m'ont dit, ouais, tu dis ça pour essayer de te pardonner ou de te justifier. Mais en vrai, pour moi, en fait, ça touche vraiment plus au fait que je fais ça pour moi. Pas contre mon mari, ça n'a rien à voir avec lui. Je suis en train de me prouver quelque chose à moi-même. C'est vraiment ça ce que je ressens en fait. Là, clairement, elle a repris position dans sa vie. Mmh. Elle est actrice de ce morceau libre de sa vie qui lui appartient, qui fait partie un peu de son jardin secret. Son corps reprend le pouvoir. C'est vraiment un sursaut de vitalité. Tu vois, moi, l'image que j'ai, tu vois, comment on appelle l'électrocardiogramme, cette ligne. Là, typique qui reprend, là. Et là, il était peut-être pas plat, mais il était... Quasi. Et là, t'as le Ouais. qui vient s'installer. Ouais. Et ce qui me frappe aussi dans le vécu, dans le récit de cet épisode de vie, c'est quand elle dit « Je ne le fais pas contre mon mari, je le fais pour moi ». Ça, pour moi, c'est une phrase sur laquelle j'ai envie de m'arrêter et de l'écouter encore, parce qu'elle remet en question tout ce qu'on associe à la fidélité et au désir. Ici, en fait, ça se passe qu'entre elle et elle. J'ai envie de dire, son mari et son amant sont hors scope, en fait. C'est vraiment ça. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Là, ce qui se passe, c'est vraiment une forme de réappropriation. Ouais, et de renaissance. De renaissance, ouais. De revivre. Le corps se réveille, le souffle revient, il y a peut-être une culpabilité qui plane ou pas. Un peu excitant. Ouais, c'est ça. Mais qu'on met de côté. Mais c'est mis de côté. Ouais. C'est ça à fond. Parce que dans le moment, ce n'est que la preuve, et ça je pense que c'est vraiment essentiel dans cette histoire. L'infidélité, pour moi, c'est même pas le sujet. Enfin, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais c'est pas le sujet. Ce n'est que la preuve qu'elle existe encore. Point. Oui. Après, est-ce qu'on peut vraiment espérer que le compagnon de vie soit aussi le meilleur ami, la personne avec qui tu vis des aventures? Je me dis que ce que je fais, ce que je ressens, quelque part, c'est compréhensible. Ça s'inscrit dans un contexte où, finalement, le désir qu'on peut ressentir pour quelqu'un d'autre, que son compagnon de vie ou sa compagne de vie, finalement, voilà, c'est pas si fou. Ça sort pas de l'ordinaire, en fait. Ça peut se concevoir et je crois que j'ai aussi pris conscience durant toute cette première aventure qu'en fait, le tout va bien, le tout est beau, tu te vois amoureux pour la vie, passion, enfin un peu les contes de fées, en fait, je sais pas, là je me disais, c'est une vaste blague, en fait. Ça marche bien que quand c'est écrit dans un livre. Là, la prise de conscience de dire, mais finalement, les gens changent, les gens évoluent, et donc c'est pas dingue ce que je ressens et ce que je vis là. Non, clairement pas. Moi, en tout cas, je pense que c'est un des passages les plus lucides. Oui, complètement. Elle ne romantise pas du tout l'histoire. C'est ça qui est fou avec elle, je trouve. Dans tout notre échange, c'est vraiment ce qui nous a marqué, c'est qu'elle romantise pas, il n'y a pas d'histoire d'amour, il y a une histoire d'amour d'elle à elle, peut-être. Clairement. Et là, ce qu'elle exprime, c'est qu'elle comprend. Est-ce qu'elle comprend en cours de route? Est-ce qu'elle en fait un résumé après? Je sais pas trop, mais en tout cas, elle comprend que le couple, c'est pas une ligne droite. En tout cas, pas celle qu'elle avait imaginée ou qu'elle avait intégrée. Mais c'est une succession de moments d'équilibre qu'on peut réinventer. Ouais.
Et cette lucidité avec laquelle elle voit la situation, on voit vraiment dans sa réflexion qu'en fait, il n'y a pas de cynisme, il Non. n'y a pas de désillusion. Non. Il y a juste une femme qui voit le réel, la durée use le désir, et c'est en fait à chacun de trouver comment le réanimer sans se perdre en route. Mais ça, tu vois, ben moi, je trouve que c'est super important Comme De- message. comme message. Mhm. Je suis pas, mon message, c'est pas soyez infidèles. J'ai pas de message là-dessus. Pas d'avis J'ai un là-dessus. certain nombre d'avis. Si, j'en ai un certain nombre, mais c'est pas le propos du tout. C'est, on peut à un moment donné se rendre compte que tout ce qu'on avait imaginé est en partie vrai, mais en partie pas vrai, que ça a des conséquences sur notre manière d'être, de vivre et de ressentir le monde et qui on est. Et que c'est ok, c'est pas un échec, Non. c'est pas un gâchis. Alors ça peut être un peu rude de s'en rendre compte, ça peut faire un peu mal. Mais après, le sujet, c'est ok, j'ai le droit de faire exister ce sentiment, Et cette réalité, cette réalité, au-delà de mon idéal, en fait. au-delà de mon idéal. Et qu'est-ce que je mets en place pour le réajuster? Mhm. Ça ne peut se produire que si on a accepté que ça se produisait et qu'on le nomme et on en fait quelque chose. Ouais. Bon, alors ici, c'est dans un cadre qui est... Oui, mais on en avait Secret. déjà parlé dans notre épisode sur les idéaux. En fait, c'est ça, c'est cette capacité on met en évidence dans les recherches en psycho que plus tu as une personnalité flexible, plus tu as de chances d'être heureux dans ta vie et d'avoir une santé mentale plus robuste. C'est vraiment ça, c'est de pouvoir, cette flexibilité, je la mets en lien ici avec une croyance, une image, une idée reçue, et puis l'épreuve du réel, en fait, qui fait que tu dois ajuster tes curseurs. Ici, ce qui est chaud, c'est que l'épreuve du réel, elle est sociétale. Mhm. Et en plus, elle se joue à deux. Elle Ouais, se joue à 2 et plus, parce qu'il y a ces 3 enfants, elle se joue vraiment sur un système... Oui, en tout cas, ce que tu pourrais réajuster, les conséquences se jouent dans le système, mais la réinvention se joue aussi dans le duo. Si Ouais. toi, tu es au moment de ta vie où tu te dis, en fait, il y a peut-être une usure, quid du désir, quid de, je sais pas, certaines choses qui auraient peut-être plus ou plus de la même manière et qui pourraient me manquer. Si l'autre, il n'est pas du tout là-dedans, ben voilà, comment est-ce que tu en parles, tu vois, ouais, mais voilà, c'est pas facile. C'est ça que je veux dire, c'est pas facile. Ouais. C'est jouable, c'est pas facile. Et quand ça va être fini, ce premier soir-là, qu'on va se dire au revoir au petit matin, que je vais rentrer chez moi, en fait, je vais avoir un sourire niais. Je vais être un peu comme sur un nuage. Pourtant, je rentre en fait dans ma maison et je me sens capable de mettre ça dans une petite boîte et de vivre ma vie en parallèle. C'est vrai, j'ai quand même un point dans ma tête, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais je me dis, je pense que pour éluder cette culpabilité qui pourrait vraiment prendre de la place, ben voilà, c'est fait, t'as passé un bon moment, enfin voilà, ça peut s'arrêter là et la vie continue. Et ça remet pas mon couple en question. Il y a, enfin, en tout cas pour moi, il n'y a jamais eu cette question de je vais quitter mon mari pour lui. Cette question, elle n'a jamais été présente en fait. Alors ici, ce qu'elle est en train de faire, c'est vraiment de vouloir cloisonner. Hein. Elle veut pas détruire la vie qu'elle a rêvée au début, qu'elle a mis de l'énergie à construire et qu'elle vit aujourd'hui, même si par certains de ces aspects, cette vie l'enferme. Ce qu'elle veut, c'est cloisonner. Ce qu'elle a vécu, elle veut pas en fait que ça efface tout le reste. Et c'est souvent ça la complexité, c'est vouloir la vie dans laquelle on est, dans laquelle on est, vouloir la maintenir, même si on veut en effacer quelques aspects qui nous font du mal ou qui nous effacent, et pourtant avoir besoin de sortir un peu pour continuer à la supporter en fait. C'est vraiment ce paradoxe qu'elle met en évidence. C'est cette vie m'étouffe, j'ai besoin de la quitter, mais pas de l'annuler, pas de l'effacer. En tout cas, c'est une manière d'aller chercher une part de moi que j'ai perdue. Et moi, en fait, j'étouffe là. Je pense que c'est arrivé dans une conjonction, enfin, c'est plusieurs éléments qui mis bout à bout, qui sont arrivés et qui font que je finis par craquer. Ça me ravive moi et je me dis, bah, en fait, je reprends un peu possession de mes moyens. Et d'un autre côté, ça ne va plus avec mon mari, en fait. Finalement, il y a peut-être autre chose à vivre. Peut-être que je peux aussi reprendre la main là-dessus et que je me déconnecte de mon mari encore plus, progressivement. Alors, on peut juger, bien sûr. Enfin, voilà. C'est le plus facile. Ça, c'est facile. Tout le monde a un avis, tout le monde peut juger. Voilà. Ici, ce qu'on propose, c'est plutôt d'écouter ce qu'elle dit ou d'écouter entre les lignes
Et nous, ce qu'on entend, c'est une femme qui dit je veux exister autrement que par mes fonctions habituelles. Et dans une fonction qui est importante pour moi quand même, celle de femme. Donc peut-être que, clairement, peut-être qu'ici, le vrai sujet, c'est ça. C'est comment est-ce que je continue à exister dans la durée. Moi, en tant que personne, moi, dans mon couple. Parce que dans le fond, la question, c'est pas pourquoi elle l'a fait, c'est qu'est-ce qui, dans sa vie, a cessé, à un moment donné, de la faire vibrer, de lui donner ce sentiment de vivre, en fait. On en arrive à la fin de cet épisode. Ouais. Je pense que il est évident à l'écoute de Sandra qu'elle n'a jamais voulu quitter son mari. Ni même le blesser, en fait. Non. Ce qui se passait dans sa relation de couple, dans sa vie de famille, c'est un contexte dans lequel s'installe cette histoire, bien sûr. Mais c'est pas une lutte contre ça qui fait qu'il y a cet adultère. C'est vraiment une recherche de se retrouver elle. Et du coup, une hypothèse, c'est que c'est peut-être ça une des faces cachées de l'adultère. Plutôt une tentative de se réconcilier avec soi-même. Oui, de se retrouver, de se réconcilier avec soi-même, de redonner vie finalement à ce qu'on a été et qui nous manque. Et c'est dur à concevoir. Enfin, je sais pas. Mais... Et ici, on a parlé uniquement, c'est notre angle de vue, c'est notre point de vue, c'est notre porte d'entrée du vécu de Sandra. Évidemment que si on prenait son conjoint, évidemment que si on prenait son amant, on aurait d'autres versants de la réalité qui seraient tout aussi intéressants d'aller explorer et qui seraient riches de plein d'enseignements aussi, et qui n'annulent pas en fait le vécu qu'elle a elle, c'est-à-dire j'ai trompé mon mari, c'est un fait, avec une autre personne, c'est un fait, mais pour moi, et uniquement pour moi en fait. Et c'est vraiment le message... Pour survie en fait. Oui, c'est le message qu'on voulait faire passer, non, mais en tout cas transmettre au travers de cet épisode. C'était offrir une perspective différente de l'adultère, certes, mais surtout pouvoir mettre en évidence que ça ne parle que de la personne elle-même et pas de tout ce qu'il y a autour. Ouais. Bien qu'on est conscient que ça s'inscrit dans un contexte. Évidemment, il y a des conséquences, etc. Mais c'est ce point de vue-là qu'on a envie d'adopter aujourd'hui et qu'on a eu la chance de pouvoir, et merci encore à Sandra pour son authenticité, pour son partage, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir accès aux coulisses qu'on n'a souvent jamais quand la tempête arrive et quand l'adultère est su. C'est la place au désordre, c'est la place aux cris, aux larmes, à la culpabilité, aux conséquences. Et souvent, on va alors rarement chercher à comprendre les causes profondes et l'intérêt profond qu'a eu cet adultère et parfois, il permet même au système de durer, tu vois. Et merci de nous avoir donné cette opportunité de toucher à ça. De nous avoir fait confiance aussi. Ouais, d'avoir voulu partager avec la communauté Balance ta vie, parce que c'était un des moteurs. C'est un cadeau pour nous et pour notre communauté. Alors, adultère, quand le corps réclame ce que la vie a figé, c'est un épisode donc sur le vertige du désir, la lassitude du quotidien et ce besoin en fait vital de se sentir encore en mouvement, encore exister à l'épreuve du temps. Vous étiez sur Balance ta vie, si vous ne le saviez pas encore. Et si cet épisode a résonné pour vous, vraiment, partagez-le, parlez-en. Ou même écrivez-nous, on adore avoir votre avis, vos questions. Derrière chaque histoire, il y a une part de nous toutes. Oui, exactement. Et donc, si vous avez envie d'apporter votre témoignage à la communauté Balance ta vie, de manière, je veux dire, en donnant votre identité ou pas, de manière complètement anonyme, c'est possible aussi, vous le voyez dans cet épisode, écrivez-nous à l'adresse balance-nous ta vie en un mot @gmail.com et on verra ensemble si votre témoignage peut être utile et servir à notre communauté Balance ta vie. On est aussi présente sur Instagram. Ouais. Balance ta vie. Retrouvez-nous, on publie des stories, on partage des idées, on partage des moments de vie. Tous nos écrits. On rigole avec légèreté. Et vous pouvez aussi d'ailleurs nous envoyer un message privé directement là-dessus. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, sur Instagram et YouTube. À bientôt!